Là, depuis le temps qu'il faut qu'on échange parce que je te vois passer sur LinkedIn. J'imagine que toi aussi tu me vois passer sur LinkedIn. Beaucoup, ouais. J'entends plein d'échos super positifs sur Big Neurons au sein de la boîte parce qu'on bosse ensemble. Donc, je suis super content de te recevoir. Comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup pour l'invite. On a plein d'actu à partager, donc ça me fait plaisir de pouvoir les partager aujourd'hui aussi. Mais justement, vas-y, dis-nous en plus. Alors en fait, t'as dit Big Neurons, c'est cool parce qu'on a fait un bon branding, on a bien communiqué, mais Big Neurons n'existe plus en tant que Big Neurons. On vient de fusionner avec une boîte de prod qui s'appelle Non Stop Prod. Et on a créé Blitz, en fait, on a rapproché nos agences et on a créé quelque chose d'un petit peu plus gros. Gros, comment? Gros, comment on est une équipe de 13 personnes, alors qu'on couvrait de la stratégie social media. Maintenant, on couvre aussi de la prod. Donc 13 en intégré, une trentaine de free qui bossent avec nous pour couvrir des gros événements et surtout de beaux clients qu'on a fait entrer du coup avec cette fusion. Génial. Voilà. Je t'en dirai plus après si tu veux. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et là, aujourd'hui, comment est-ce que tu pitches? Donc, feu Big Neurons, Blitz aujourd'hui. On est sur une transition, donc c'est-à-dire quand on pitch, on précise qu'on était Big Neurons, on parle aussi des références de Non-Stop Prod et on en vient à Blitz. Donc c'est-à-dire qu'on passe un petit quart d'heure à se présenter en tant que Big Neurons et après on dit tout ça c'est fini. C'était beau mais c'est fini. Maintenant on a fait ça et on repitch Blitz en fait. C'est un bel angle pour pitcher. Ouais, c'est plutôt pas mal. En vrai, là on essaie de surprendre en pitch, c'est pas tant sur le storytelling sur ce qu'on a pu faire, etc. C'est qu'on fait une petite découverte d'un quart d'heure. Ok. On explique qui on est quand même. Et en fait, derrière, on compte sur des gens talentueux dans l'équipe pour faire des recos que les gens n'ont pas demandé. Donc, en fait, on nous appelle juste pour du social media ou juste pour avoir un conseil. Et au final, une semaine après, ils se retrouvent avec une presse d'une trentaine de pages sur toute leur stratégie de communication. Ok. Et l'effet waouh du pitch, c'est plutôt celui-là. Là, si tu devais définir concrètement ce que vous faites aujourd'hui, ce serait quoi? Parce que vous êtes sur... j'ai compris que vous faites du social media. Vous êtes 360 sur du market ou En fait, nous, on fait de la communication. Quand je dis qu'on est 360, c'est parce que maintenant, on a la brique de prod qu'on n'avait pas avant, où on faisait simplement du conseil. En fait, on définit les stratégies de communication avec les marques, sauf qu'après, on va les produire, on va les diffuser sur les réseaux sociaux, et on peut aussi les activer sur des médias payants. Okay. Donc en ads ou TV, radio. Donc là, en fait, on couvre absolument toute la communication des marques. Et comment vous faites? En fait, c'est dû à la fusion, c'est-à-dire que déjà, on a le staff qu'il faut. On a fait des recrutements très hybrides au début pour grossir. On a pris des gens qui savaient un petit peu tout faire. Et depuis quelques mois, là, on recrute des profils qui sont vraiment très précis dans leur domaine d'expertise. Et en fait, on descend en vertical. Et quand on n'arrive pas à répondre à un sujet, on a un catalogue d'experts, un petit peu comme vous, qui est assez vaste. 30 personnes, on est capable de couvrir toutes les expertises qu'on nous demande. Donc après, vous, votre plus-value, elle est vraiment sur la stratégie, sur... En fait, c'est ça. En fait, on a rajouté une brique. On n'a pas que fusionné les boîtes histoire de faire de la prod et du social media. C'est qu'on a rajouté la brique pilotage de projet avec Blitz. Donc en fait, on a 2 advisory qui vont faire interagir les équipes ensemble. Parce qu'on est dans une fusion, donc il y a le temps que les équipes puissent bosser ensemble. Et qui va penser ça en pilotage global, qui va suivre les KPI, qui va interagir avec le client. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, la valeur ajoutée de Blitz, c'est ça. C'est que c'est pas simplement 2 boîtes qui ont fusionné, c'est qu'on on a rajouté une brique supplémentaire sur le pilotage de projet. Trop bien. C'était quoi votre défi avant le défi qui a fait que on a discuté ensemble à l'époque? Avec Scalesia ? Ouais. Le défi, c'est que, alors à la base, moi je me suis tapé un gros délire en ouvrant cette agence. Comité de direction de grosse boîte pendant une petite décennie. Ça doit se voir aujourd'hui que j'ai 38 ans, d'habitude je suis obligé de le préciser. Gros besoin de liberté parce que j'ai vécu en France très longtemps. Et donc il me fallait une entreprise et j'ai fait ce que je savais faire, donc du social media, du conseil. Sauf que je m'attendais pas à avoir autant d'intérêt. Il y a eu beaucoup de traction dès le début. Je me suis associé très vite, j'ai recruté très vite. Et en fait, je ne savais pas si j'allais pouvoir gérer cette croissance. Ça, c'est la première chose. J'ai dû voir une de tes publications. Je crois que j'ai signé sur celle de Jules. Donc, il est plus bottom funnel que toi. Mais je me suis dit, OK, je vais tester. Il y avait ça, il y avait gérer la croissance. Et l'autre point, c'était aller en chercher plus. Parce que du coup, j'y ai pris goût. Putain, ça marche super bien. Moi, je faisais un truc tranquille tout seul. Au final, ça marche très bien. OK, je veux faire x2, x3, quoi.
Ok, et sur quelle thématique tu nous attendais à la base? Quand t'as discuté, alors t'as discuté avec qui J'ai discuté d'abord avec Jules, C'était avec Jules. Puis après Antoine direct. Et toujours là, Jules. Ouais. Il me fatigue. Mais Non, après Antoine a bien pris le relais. J'ai eu Cassandre aussi. J'ai discuté avec tout le monde. J'avais pas de sujet très précis. Ok. En fait, j'avais double contexte, croissance inattendue, fusion en cours, et tout ça après 4 mois d'activité. Et je me suis dit, ok, ce qui est cool avec vous, c'est que vous allez faire un peu comme des psys. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que je connais déjà. Je vais pouvoir en parler, soit vous allez me conforter dans ce que je fais, soit vous allez me dire que c'est de la merde, en gros. Et le vrai sujet, par contre, que je maîtrisais pas du tout, c'était tout ce qui était automation, tout ce qui était lead gen, où là-dessus, moi, à part, j'ai un gros réseau, j'ai de la reco, un petit peu de social selling parce que j'ai une ligne assez particulière sur LinkedIn. Et à part ça, j'avais pas d'autres sources de lead. Donc il me fallait un accompagnement là-dessus. Vous êtes concentré sur quoi? On s'est concentré sur Faro. Ok. Avec Flavien, très intéressant. C'est là-dessus où j'ai fait le plus d'accompagnement. Comment générer du lead autrement qu'en racontant des conneries sur LinkedIn. C'est mon cas. Parce que tu tombes bien sur LinkedIn. Comment? Tu tombes bien sur LinkedIn. Ça marche plutôt bien. L'équipe me demande d'arrêter de poster parce que c'est un peu trop clivant souvent. Alors contrairement à mes clients pour qui on fait des lignes édito, des plannings édito, des stratégies, j'en ai aucune. C'est-à-dire que j'écris le soir, un petit peu à l'arrache, trait d'humeur, etc. Ça marche plutôt bien. C'est pas non plus une machine à lead. Ok. Voilà. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'échanges, beaucoup de sympathie, beaucoup de soirées, etc. Mais c'est pas une machine à lead encore. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour garder ma liberté de parole, j'ai demandé à l'équipe de faire la même chose. Donc là, on commence, au moment où je te parle, on a commencé avant-hier. Il y a 80 publications par mois qui vont sortir par les membres de l'équipe. Voilà. C'est une belle prouesse. 80, ça commence à faire. C'est l'équivalent de 4 ou 5 clients, donc c'est un peu chaud. Mais sachant qu'il y en a qui sont pas du tout chauds sur LinkedIn encore, pas du tout aguerris à l'exercice, mais ça va le faire. Trop bien. Et toute l'équipe accompagne tout le monde. C'est pas genre vas-y poste machin. On a un DA, on a des web designers, on a des copywriters, etc. Donc toute l'équipe se met sur le planning de tout le monde. On va tenter de faire uniquement du social selling. Ok. Vous avez bossé sur Faro avec Flavien. Ouais. Donc c'était de l'outbound principalement. Ouais, il nous a appris à faire ça. Je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on continue parce que ça marche bien, oui, mais dans notre target, on veut vraiment vivre sur l'entrant. Là, pour l'instant, pour doper un petit peu le chiffre, etc., on continue à faire du sortant. C'est pas quelque chose qu'on a envie de garder. Ok. Par contre, on a appris à le faire. On peut le faire maintenant pour des clients. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ce qu'on a fait dans votre accompagnement, je vais donner un exemple. Je sais pas si je dois en parler. Mon premier gros client voulait de l'ads. Et vu que je ne faisais pas d'ads et que je suis taré, je lui ai dit que j'en faisais. La vérité, c'est qu'on avait déjà quelqu'un qui était recruté mais qui n'était pas fini d'être formé. Et du coup, j'ai appelé Cassandre chez toi et je lui ai dit, écoute, on supprime 2-3 sessions de je sais pas quoi. Apprends à mon gars à faire de l'ads en fait. Mais genre vraiment peaufine, il faut qu'on accélère. On avait 1 mois et demi pour le former, on a plus que 2 semaines. Et vous avez répondu super vite, donc en fait, avec vous, on a pu ouvrir une division ads, je crois, en 8 jours. Le résultat, c'est que le client, on a divisé par 4 ses coûts d'acquisition, on lui a fait des super perfs, il est très content. Là, on a signé un contrat à l'année avec lui. Et ça, c'est ce qu'on a appris avec vous. Et là, si tu peux me faire la liste des thématiques sur lesquelles vous avez bossé ads, donc c'était pas prévu, outbound. Ads, outbound. Parce que là, on a bossé ensemble 6 mois, quoi, donc... alors, on a fait 4 mois avec toi. 4 mois. Ouais, parce que j'ai négocié le prix. On a commencé par les sujets qui étaient vraiment très pressés chez nous, donc c'était l'outbound, la génération de leads. Okay. On en a profité pour voir pour refaire un petit passage sur notre site et sur le claim, sur la façon dont on mettait nos services en avant. Ok. Après, on s'est conforté dans le social selling. C'est quelque chose qu'on faisait déjà, mais on avait besoin qu'on nous dise « Ok, c'est bien, continuez comme ça ». Aller chercher les millimètres, quoi. Exactement. Okay. On a fait quelques sessions avec Juliette. Et après, on a fait de l'ADS. Et ensuite, c'était un autre sujet que je maîtrise pas du tout. C'était le stuff d'outils. En gros, j'avais demandé à Cassandre, je veux qu'on soit stuffé pour aller jusqu'à 10 millions d'euros sans bouger le stuff d'outils, en fait. Ok. Voilà. Donc, on a fait 5 ou 6 sessions là-dessus. Ok. Voilà. Vous avez mis quoi en place? Alors, on a mis une roadmap en place. Les outils, au final, on n'avait pas Workspace.
Ok. À quel point on partait de très très bas. Nous, on était juste sur Geyser. Donc on a mis Workspace, on a pris Faro, on a pris Lemlist. Je suis resté sur Miro pour l'organisation, pour les roadmaps. On a pris Metricool, Walaxy. Je les ai pas tous en tête. J'ai les factures en tête, j'ai pas tous les outils, mais on est stuffé quoi. Tu sais que d'ailleurs Lemlist ont sorti un gros banger là. Ils ont sorti un Faro dans Lemlist. Ok. Incroyable. Je savais pas. Et c'est en bêta là, et c'est dispo pour tout le monde, mais c'est encore en bêta. Donc c'est l'équivalent d'un Faro, alors bien moins poussé. Ça te permet d'intégrer ta lead gen, ta génération de leads directement dans Lemlist. Et donc potentiellement tu peux gagner du temps. C'est vraiment cool, ça marche vraiment bien. Du coup Faro, ça a encore quelque chose ou pas? Ouais, ça sert encore à quelque chose parce que Lemlist va te permettre d'aller chercher les 20% de tes listings les plus évidents à aller chercher parce qu'en fait, il se map sur ces navigateurs. L'enrichissement est en cascade, donc il marche très bien l'enrichissement. Par contre, Faro ont une granularité de fou furieux. Mais par contre, effectivement, ça peut te permettre d'économiser des crédits sur Faro. Et franchement, ça marche vraiment bien. Mais c'est un niveau de segmentation que tu vas retrouver sur ces navigateurs en un petit peu moins poussé, tu vois. Donc ça reste quand même très cool. Je vais aller voir parce que c'est le sujet du moment encore. C'est-à-dire que quand on vous a appelé, on cherchait un certain profil client. Avec la fusion maintenant, on adresse des grosses entreprises, des belles boîtes, des belles marques. C'est pas du tout la même génération de leads. Donc on va remettre un petit peu de ciblage, on va refaire toutes les landings, on va refaire le site pour s'adresser à ces gens-là et on va prospecter ensuite. Je te vois on en parlera après, mais je te vois avoir du super résultat sur du setting. Tu vois ce que c'est? Non. C'est le fait d'engager proactivement et de façon engineered en fait, de façon scénarisée, des conversations sur LinkedIn. En fait, ça fait la jonction, c'est vraiment la jonction parfaite entre ton inbound et la outbound. Ok. Donc tu vas engager des conversations qualifiées, ultra humaines, ultra qualifiées, enfin pas du tout automatisées ou le minimum d'automatisation. Et ça te permet d'engager une audience qui aurait mis potentiellement 6 mois, 1 an à engager, d'engager proactivement la conversation avec eux et donc de faire descendre ce quota à cette latence à 2 semaines, 1 mois, tu vois. Et on en parlera après parce que le setting fonctionne extrêmement bien et je pense que pour toi, effectivement, ça peut être une solution vachement intéressante. D'autant plus que là, aujourd'hui, vous commencez à bien vous caper sur l'inbound avec un bon flux, avec une bonne fréquence de publication, donc vous avez de quoi faire. Carrément chaud. Moi, j'ai toujours un blocage avec la conversation qui n'est pas la conversation. En gros, pour te dire, je réponds moi-même à tous mes messages, j'en envoie beaucoup, ça me prend énormément de temps et j'ai un peu ce blocage à me dire putain, je vais pas être authentique. Ça va pas être moi, etc. Donc si on peut faire un bon setting qui peut être moi en même temps, je serais chaud. Ouais, bah l'avantage du setting, c'est que c'est purement conversationnel. Ok. L'objectif de toute façon, c'est d'engager des conversations. Le changement de paradigme, c'est que tu réfléchis plus en lead généré. Ok. Ça, c'est un aboutissement. Tu réfléchis en conversation engagée. Ok. Donc ta métrique principale, c'est combien de conversations t'engages. Grosso modo, si t'engages avec les bonnes personnes, tu vas convertir 20 à 30% des conversations en appel, in fine. À terme. Donc sur des timelines qui vont être propres à chaque conversation. Donc tout ce que tu as à faire, c'est engager ces conversations. Et petit à petit, en fait, parce que t'as le bon funnel en tête, parce que t'as la bonne armature conversationnelle, tu vas pouvoir la faire évoluer naturellement, en fait, de façon très organique, vers une conversation téléphonique et tout. Mais vraiment, ça reste vraiment une conversation de chat sous le joug du réseautage, de l'apport de valeur, de l'authenticité. C'est vraiment l'objectif. Et je vais dire, la réponse qui génère le plus, enfin le message qui génère le plus de réponses, mais de l'ordre de 40-50% de taux de réponse sur un message, c'est hello prénom, est-ce que je peux te poser une question? Ok, c'est tout. 40-50% de réponse, c'est incroyable. Et après, tu poses ta question, une question qui est bien ciblée, etc. Et comme ça, tu t'intéresses, t'engages. Et ça te permet de te concentrer sur les 10-15 conversations par jour à engager avec des prospects, des contacts qui ont manifesté un engagement vis-à-vis de ton contenu, qui ont liké, qui ont commenté, qui t'ont ajouté potentiellement, ou toi qui vas aller proactivement les cibler sur le post de quelqu'un d'autre. Et ça te permet vraiment de faire de la qualité, d'éviter d'automatiser trop de trucs et d'avoir une utilisation vraiment chirurgicale et vraiment intéressante de ton temps, quoi. Et le setting, je pense que de ton côté peut vraiment faire l'affaire. Ça fait beaucoup de vraiment, mais à tester. On a développé un petit hack avec vous aussi, par accident. En fait, quand on cherchait à refondre le site, on a fait un petit formulaire sur Typeform. Ok. Et je me suis aperçu
que ce formulaire me générait du lead. 1 sur 10, 1 sur 15, mais c'est hello, on est en fusion, on est en train de revoir notre offre. Si tu as 1 minute pour répondre à ce questionnaire, ça m'intéresse. Tout le monde répond. Alors pas forcément en message, mais sur tout mon réseau et tous les gens que je peux ajouter, on a énormément de réponses au questionnaire. Et du coup, à la fin, j'ai rajouté un splash screen qui dit merci pour tes réponses. Pour te remercier, on peut faire connaissance si tu veux, prends rendez-vous ici. Et au final, on a pris une 40aine de leads comme ça. Juste sur un envoi de formulaire qui n'était pas du tout destiné à ça à la base, qui était un vrai formulaire. Et du coup, j'ai un petit peu poncé le truc. Et ça devient un de mes outils de prospection qui ramène le plus de leads en ce moment. Alors ça nous aide vraiment, donc c'est pas le coût du formulaire, c'est que c'est un vrai formulaire et ça nous permet de poncer notre offre. On va chercher les pain points clients, on va chercher tout ça. Mais au final, c'est ce qui me génère le plus de leads en ce moment. Et ils sont qualifiés? Et ils sont qualifiés dans le sens où, ouais, parce que donc je choisis à qui je l'envoie. Je simule le message automatique, mais je choisis quand même au final. Okay. Donc ils sont qualifiés, les personnes qu'on adresse sont qualifiées, c'est des CMO et des CEO. Et ensuite, ouais, c'est parce qu'il y a un vrai besoin, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu toute notre offre, tu sais exactement tout ce qu'on fait, on te pose des questions très concrètes, genre, ok, qu'est-ce qui t'intéresse dans les 3 mois? Nous, on a cette réponse-là. Et donc quand la personne manifeste un intérêt et qu'on fait un call, on sait qu'il veut du social media, de la couverture d'événements, du branding, on sait exactement ce qu'il veut. On sait quand il le veut, on connaît son budget. Parce que toutes les réponses, en fait, c'est un questionnaire anonyme, mais quand tu prends rendez-vous, il ne l'est plus. Et donc on a toutes les réponses qui nous intéressent. Cette stratégie, c'est secret sauce, ça. On a testé autre chose, mais on va y revenir. Parce que ça nous a généré 1 an et demi de pipe, ça. Ok. C'était incroyable. Ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais une plateforme sur Podia où je publiais toutes les semaines mes contenus en mode lead magnet, tu sais. À l'époque, LinkedIn, like plus commente. Ouais. Et c'était la belle époque, ça. Et donc tout ce que j'avais à faire, c'était publier créer mon petit lead magnet hebdomadaire. Je le mettais sur Podia, qui est une plateforme pour le e-learning où tu peux créer des produits digitaux que je vendais gratuitement. Enfin, voilà. Mais qui nécessitait une inscription. Donc je récupérais l'email. J'envoyais tout ça dans une boucle automatisée avec Zapier dans l'Emlist, avec un petit mail bien personnalisé en mon nom et tout, où j'invitais exactement la même chose à remplir un typeform pour avoir du feedback. Et derrière, je pitchais très rapidement. Je proposais mon aide, oui, non. Ça partait dans une boucle ensuite et je générais mon pipe comme ça, quoi. Okay. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne bien et à l'inverse du give first ou du lead magnet où tu vas promettre un livre blanc, etc., t'as très peu de déchets. Ouais. Parce que tu promets rien d'autre qu'une visio, en fait. Je l'ai testé avec du livre blanc. Alors ok, j'ai pris énormément de leads, je l'ai même mis en ads et j'ai pris des leads à 12 € sur LinkedIn, c'est une prouesse. Sauf que au final, non, mais les gens, ils voulaient juste le livre blanc, quoi. Donc le sales faisait un peu la gueule. Mais j'aime bien ce formulaire, je pense que je vais l'utiliser très longtemps. Les sales ont un peu du mal aussi avec, du manière générale, avec les appels comme ça, avec des prospects qualifiés, enfin des contacts qualifiés qui sont pas encore des prospects, parce qu'il n'y a pas encore d'intention d'achat et tout. Et t'as envie de leur dire, mais sors-toi de la tête que cette personne a envie d'acheter quoi que ce soit chez nous pour l'instant. Ouais. Fais en sorte de lui apporter de la valeur, engage la conversation, réfléchis pas en prospect qualifié mais en conversation engagée. C'est quelqu'un qui, démographiquement, firmographiquement, a tout pour t'acheter quelque chose à terme. Donc fais en sorte qu'il finisse son appel avec une intention quelconque, tu vois. Et fais ça 10 fois par mois. C'est sûr et certain que dans 1 an, ces 120 contacts-là vont pour une bonne partie devenir des prospects et t'acheter quelque chose. Mais réfléchis en apport de valeur avant tout, quoi. Déjà, il y a ça. Et ensuite, je pense que si tu contres pas l'objection, si tu l'acceptes complètement, moi, je voulais juste le livre blanc. Ah, bah, super, je comprends. Moi, j'aurais fait pareil que toi, machin, etc. Tu fais une belle découverte et tu vas ressortir des besoins. La garde sera baissée et tu iras chercher d'autres projets, d'autres besoins où tu iras le rappeler dans 3-4 mois, quoi. Juste pour reboucler un petit peu sur le travail qu'on a fait ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire au niveau des résultats qu'on a été chercher ensemble? Chiffrer, c'est compliqué parce qu'on a aussi l'effet de la fusion. Okay. Donc je sais pas ce qui est attribué à Scalesia, ce qui est attribué à la fusion. Ce que je sais, c'est que quand on a commencé l'accompagnement, on était à peu près à 12 000 € de MRR, donc 12 000 € par mois. Là maintenant, on est si j'isole ma partie, donc sans la prod vidéo, on est à peu près à 32 000 €. Voilà. Okay. Donc au bout des 4 mois d'accompagnement, on a fait quasi x3 sur les activités que tu as accompagnées. Après, c'est compliqué de tout isoler parce qu'avec la fusion, on a une partie prod audiovisuelle qui est venue se rajouter, qui fait 70% de notre chiffre d'affaires maintenant. Donc on est plutôt sur du 60-70 000 par mois. Mais cette partie-là est juste issue de la fusion. Donc sur mes activités de base, on a fait x3 avec vous. Voilà. Je suis content. Ça, avec 2 canaux d'acquisition en plus.
que vous êtes allé conquérir. Donc, vous avez appris à exploiter en tout cas, l'outbound Lads. Je sais pas si le chiffre est attribué à ça, parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a... Alors Lads, oui. Lads complètement. L'outbound, on s'en est pas trop servi. On sait le faire, on est très content de savoir le faire maintenant, mais voilà, c'est un choix qu'on a fait. Par contre, la façon de communiquer, la façon de vendre et le stuff d'outils et l'organisation, etc., nous a permis d'aller chercher ce chiffre-là. Génial. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux? C'est toujours compliqué quand on est satisfait de répondre à cette question. Je suis jamais satisfait. Moi. Je vois quand sais même pas toi, mais moi, je suis jamais satisfait. Je vois deux trucs, et en plus, quand je vous ai fait un peu de pub, c'est de l'objection que j'ai eu à votre place. Je sais que c'est compliqué parce que j'ai le même problème que vous. C'est de s'avancer sur des KPI et sur des résultats chiffrés. Ok. Très compliqué sur l'ad, je peux le faire moi, mais sur l'organique, je peux pas. Sur de la com, je peux pas non plus. Essayer de trouver le moyen de s'avancer sur de la perf. Ok. Ça, c'est pour le closing. Pour le service, j'aurais aimé qu'on me propose un service, genre une offre premium. Je sais que dans votre business model, vous voulez pas rendre les entrepreneurs dépendants, etc. Machin. J'aurais aimé qu'il y ait de l'exécution aussi. Le coût de Faro et le coût de l'outbound, si Flavien m'avait dit, écoute, tu payes un peu plus cher, mais je te fais tout pendant 4 mois, je te fais tes campagnes, je fais tout à ta place et tu sais pas le faire, je pense que j'aurais basculé. Parce que, ok, ne pas être dépendant, c'est cool, apprendre à le faire, c'est cool, mais parfois on veut juste acheter du temps et de l'exécution. Donc je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'intégrer chez vous. Tu as le poker face là? Ouais, c'est prévu. Bah, forcément, on est pas. T'es loin d'être le seul client qui nous en parle. Et en fait, c'est un work in progress de notre côté. Parce que concrètement, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. On est carrément en mesure de faire, oui. Parce qu'on sait le faire. La question, elle était plus de l'ordre de notre positionnement. Faire comprendre justement la nécessité pour les entrepreneurs, pour les boîtes, d'internaliser un maximum leurs compétences, c'est-à-dire à minima, avant de déléguer, de comprendre ce qui se passe, tu vois. De comprendre comment l'outbound fonctionne, histoire déjà de pas se faire avoir, et histoire, et comme tu as dit, de pas créer de dépendance. Qu'on bosse 4 mois, pendant 4 mois on génère du résultat, et à partir du moment où on arrête, il y a un rembobinage qui se fait automatiquement, et finalement ça se cristallise sous forme d'une perte de temps pour le client, une perte de temps sèche, parce que il n'y a pas eu d'internalisation de la compétence. Donc en fait, on est en train de réfléchir à comment créer cet entre-deux qui permet au client non seulement de comprendre, d'être en mesure de l'appliquer même à hauteur de 20%, histoire d'avoir quand même un socle, et ensuite de proposer ce relais-là. Ouais. C'est bien de montrer à l'entrepreneur ou au CMO comment ça marche, mais c'est un énorme cheval de Troie au final que vous exploitez pas. C'est-à-dire que maintenant je sais comment ça marche, mais j'ai toujours pas le temps de le faire. C'est bizarre parce que j'ai eu cette objection la semaine dernière. J'ai fait une offre de 3 mois à un client en me disant ouais, j'ai pas envie de l'engager sur 1 an, je sais pas trop. Il a vu la préco, il a dit ouais, mais moi ce qui me gêne c'est au bout de 3 mois vous m'abandonnez en fait. J'ai dit bah comment ça? Il me dit bah là c'est que sur 3 mois la proposition, moi je veux signer avec vous pendant 1 an directement. Donc en fait on a toujours tendance à présupposer à la place du client, peut-être qu'il va se dire que 1 an c'est trop long, peut-être que... Mais en fait vous avez un énorme cheval de Troie. Vous faites l'accompagnement, vous montrez comment ça marche, le mec il va s'apercevoir d'un truc en premier lieu, c'est qu'il a pas le temps de faire ça. Donc à mon avis l'idée pour vous c'est de le faire en temps 2 quoi. À la moitié de l'accompagnement ou au bout de 3-4 mois le client est content, il montre de bons signaux, ok tu veux qu'on continue ou pas, et sauf que cette fois-ci ça sera beaucoup moins cher parce que ce sera que de l'exécution. Et c'est de l'abonnement sur 6 mois, sur 1 an, etc. En plus, vous avez déjà fait la preuve que ça marche bien. Donc, ça peut être une offre à l'abonnement sans problème, je pense. On y réfléchit très activement en ce moment. Ok. Mais merci du feedback en tout cas, parce que ça vient nourrir pas mal de choses. C'est trop cool. Ça a été quoi vraiment la pièce maîtresse de justement cette satisfaction de ton côté? Vraiment, la feature, l'élément de l'accompagnement qui, sans ça, aurait clairement amoindri la qualité du truc. Je pense que c'est l'advisory parce que c'est un peu aussi le why de la création de mon agence. Ok. Je déteste bosser avec des prestats qui ne comprennent pas mon business. Okay. Je l'ai fait pendant super longtemps. Dans toutes les agences, tu peux avoir de la qualité, tu peux avoir des gens qui bossent bien, tu peux avoir des talents, etc. Ce qui me manque à chaque fois, c'est est-ce que tu as compris mon business model dans ses moindres recoins, est-ce que tu sais comment ma boîte fonctionne? Et je trouve que Antoine, que le sales et l'advisory se sont donné la peine de comprendre où est-ce que je faisais de la marge, ce que je voulais vendre, qui j'étais, ce que je voulais faire, mon contexte.
Et du coup, c'est pas juste jeter des experts comme ça, genre, tu veux faire ça, on va te donner ça, machin. C'était vraiment sélectionné par rapport à ça. Donc c'est le côté compréhension du business pour moi qui a fait la différence. Trop bien. Et est-ce que ça te dit qu'on parle un petit peu de ton enjeu du moment? Ouais, carrément. Si t'estimes que je peux aider, hein. Peut-être que tu peux aider. Je t'explique le contexte très simplement. Là, on est à peu près à 800 000 euros de chiffre d'affaires. C'est la tendance pour la première année d'exercice. Dans ces 800 000 euros, avec la fusion, on a 30% du chiffre d'affaires qui est fait avec des grosses boîtes. On accompagne Penny Lane, on accompagne DocaPost, on accompagne Marionneau, sur la couverture d'événements, etc. Ça, c'est sur la partie audiovisuelle et on nous appelle pour de l'exécution. Ça génère de la trésor, ça génère du chiffre, ça génère de la preuve sociale, mais ça reste de l'exécution. Maintenant qu'on a fusionné, on est une agence de com. Donc on n'est pas là pour... on le fait avec plaisir, mais on n'est pas là juste pour... il faut filmer ça, il faut écrire ça, etc. Donc on cherche à adresser différemment les clients pour montrer qu'en fait, on va définir la stratégie avec eux, la produire avec eux, la diffuser avec eux, l'activer avec eux. Là, ils nous appellent sur la produire, la diffuser. Ils nous appellent pas sur la définir et l'activer. Okay. Donc c'est un petit revirement, générer des leads qui comprennent ça et faire comprendre ça surtout même à nos clients. On a à peu près 150 clients en portefeuille. Je pense que sur les 150, il y en a peut-être une dizaine qui savent exactement ce qu'on fait maintenant. Et comment tu expliques ça, ce delta? Déjà parce que la fusion est effective depuis 2 mois, donc on n'a pas recontacté tout le monde, on n'a pas expliqué clairement les choses. Et ensuite parce que ce qui a lancé ma boîte, c'est une communication un petit peu clivante, un petit peu marrante, très authentique. Je pense que ça ne correspond pas à toutes les entreprises. Donc il y a aussi un virage de com à prendre, sachant que je tiens à rester authentique, donc un virage de com à prendre très habilement pour continuer d'être authentique, mais réussir à passer du middle au high market, quoi. Quand tu dis high market, t'as des exemples? Là, t'as parlé de Marionneau. On a toute typologie de clients. On veut pas se séparer des clients TPE, start-up qu'on avait, bien au contraire, parce que c'est les dossiers sur lesquels on s'éclate. Okay. On travaille avec des grosses marques. Je te le disais tout à l'heure, on a Penny Lane, on a la BNP, on a le Crédit Agricole. On n'a pas de secteur d'activité prédéfini. On fait aussi bien du B2B que du B2C. Mais on est chez eux pour seulement une partie de l'activité. Nous, on veut rentrer chez eux pour gérer toute leur communication. Donc là, c'est une stratégie d'upsell classique, en gros, où tu rentres pour un petit projet et ensuite c'est l'animation de compte. Ben, en fait, on l'a même pas fait pour ça, mais ouais. En gros, ça peut être un client pour un shooting photo, ça peut être un client pour une couverture d'événements, ça peut être un client pour juste du community management, à qui il faut faire comprendre que notre valeur ajoutée, elle est pas là. On sait le faire, comme plein de boîtes, mais notre force de compréhension de leur business model, et nos talents de création de concepts publicitaires, de formats publicitaires, de stratégie de com, c'est là-dessus qu'il faut nous appeler. Okay. Voilà. On a bossé avec pas mal de grands comptes. Mm-hmm. C'est pas notre go-to-market premier. Par contre, j'ai personnellement bossé avec des grands comptes à l'époque où je faisais du consulting et tout. Et de par les échos, quand je recoupe avec les échos que j'ai de boîtes qui sont focus exclusivement sur du grand compte, le truc, vraiment le levier principal de mon côté, enfin que j'ai identifié, c'est vraiment du pur relationnel. Mm-hmm. C'est-à-dire que à chaque fois, la relation était la même avec la boîte. La même. C'est-à-dire que, effectivement, ils vont commencer par faire appel à toi sur un petit projet, un tout petit projet. Ce petit projet, il faut que ça marche. Quoi qu'il arrive, l'idéal, c'est de surdélivrer. Et en fait, à partir de là, tu vas avoir accès au N+1. Donc moi, systématiquement, d'abord, je traitais avec un manager et ensuite, j'avais accès au N+1 une fois que j'avais surdélivré et tout. Potentiellement, on fera de nouveau appel à toi pour de nouveau un petit projet parce que ils veulent pas se faire chier à trouver d'autres prestataires, mais tu vas être cantonné au rang de petits prestataires. Par contre, si tu surdélivres, si vraiment tes résultats sont très très bons, là, tu vas être pris en charge par le N+1. Qui là va se mettre à te tester. Il va t'appeler par exemple la veille pour un projet un peu chelou, tu vois, je sais pas. Donc toi ça va être peut-être demain on a besoin d'une capta vidéo pour tel événement, ça commence demain à 9h, est-ce que t'es dispo? Il est 15h. Et là en fait c'est un test
Et là, faut répondre oui, tu vois. Ouais, je peux, ouais, pas de problème. Donc l'idée, c'est de prendre le projet, de venir, de tout casser, encore une fois, de surdélivrer. Et là, il va te mettre dans sa shortlist ou pas. Peut-être qu'il va te proposer un déj, peut-être qu'il va te proposer... Mais là, l'idée, vraiment, c'est de prendre cette relation à bras-le-corps et de faire en sorte de devenir un partenaire intuitu avec ce head of, avec ce manager, ce directeur ou quoi. Donc là, tu vas nous conforter parce que c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire que Jonathan Teboul, mon associé, il est connu pour ça. C'est-à-dire que c'est le mec que tu peux appeler à 22h en lui disant « Demain, j'ai un event, il faut le couvrir », il va te trouver 3, 4, 5, 10 personnes s'il faut. Et c'est exactement comme ça qu'on a signé les premiers clients sur de la com globale. C'est parce que il y a eu cette étape de petits projets, N+1 qui était très content du taf, etc., etc., etc. Là maintenant, nous, on a besoin de plus de volume, tout simplement. C'est-à-dire que cette méthode fonctionne, ça marche bien, et en plus, je le vois même pas comme une méthode, ça fait même partie des valeurs de la boîte. On est réactif, on est bienveillant, donc ça, on le fait naturellement. Là, ce qu'il nous faut, c'est beaucoup plus de volume. C'est-à-dire qu'on vit sur un réseau, on vit sur des clients qu'on a déjà, on vit sur quelques leads entrants. Là, on veut une approche vraiment au volume parce qu'on a des ambitions 10 fois plus élevées que le chiffre d'affaires qu'on fait actuellement. Voilà. Ok. En quelle échelle de temps? 3 ans. 3 ans. On veut... Pourquoi 3 ans? C'est l'échelle de temps que moi, je me suis donné parce que dans 3 ans, j'ai 40 ans. Okay. C'est tout con. Et ensuite, j'ai construit les choses pour me permettre d'y arriver. Donc là, je te le disais tout à l'heure, on a un atterrissage à 800 000 pour la première année d'exercice. On a un prévisionnel à 2 millions pour la deuxième. Et on veut direct exploser pour la troisième année. C'est à la grande louche le 8 millions d'euros. Ça sera peut-être 7,5 millions, ça sera peut-être 8,5 millions, je ne sais pas. Mais on est en train de tout construire pour arriver à ça. Ouais. Okay. Alors la fusion aide beaucoup. Bien sûr. Si là tu me donnais les clés, je ferais 3 trucs. Déjà, je killerais pas la outbound. Je continuerai sur de la outbound ou du setting, mais avec vraiment cet objectif-là de générer un maximum de conversations. Okay. Je parlerai pas de lead. Le lead sera une conséquence, c'est vraiment un output, mais avec vraiment comme input de générer des conversations avec des contacts qualifiés. Donc des titles, le niveau hiérarchique que tu souhaites dans ces boîtes-là, tu vois. Donc vraiment un travail de volume sur de la conversation. Donc par de la outbound, par du setting, effectivement augmenter les volumes, ne prends pas le risque ne fais pas cette erreur-là, comme tu l'as dit, je sens que t'es pas en train de la faire, donc trop bien, de revoir ta ligne éditoriale pour l'atténuer un petit peu, pour l'assagir. Okay. Non, au contraire, j'aurais tendance à grossir le trait encore plus, mais par contre à publier encore plus, vraiment augmente les volumes. Okay. Et par contre, boucle ça avec le plus de réassurance possible. C'est-à-dire, deviens le choix le plus évident, le plus sûr, et mets en avant cette sûreté. C'est-à-dire, mets en avant des études de cas, donne énormément de valeur, démontre ton expertise, et couple donc tes prises de position, couple tes posts très axés branding avec du contenu de réassurance à part entière. Okay. Pour joindre les deux bouts. Donc ça, c'est les deux trucs. Donc outbound qualifié, setting et augmentation du flux du contenu. Et après, là où tu as un levier extrêmement intéressant, c'est que Jonathan, moi, ce que je ferais à sa place, c'est que je me mettrais à organiser des déj ou des dîners avec tes clients existants. Okay. Où chaque client peut venir avec un +1 ou un +2. Donc, le directeur marketing de telle boîte, tu l'invites pour un dîner. Le dîner est à thème. Okay. Parce que de ce que j'ai compris, c'est quelque chose qu'il fait très bien, tu vois, du relationnel. Un dîner à thème sur tel sujet. Tout frais payé, c'est à vos frais, c'est un investissement, tu vois. Et la condition, c'est de venir avec un +1 ou un +2 de son réseau, qui il veut. Et par capillarité, tu vas avoir des choses qui se créent. Et là, tu vas pouvoir créer du relationnel at scale sur la base d'une compétence que tu maîtrises déjà, qui est le relationnel. Tu vas avoir une réassurance très très forte parce que ton client va ramener un autre, un contact, 2 contacts, et ainsi de suite. Et tu vas créer une vraie événementialité en fait au sein de ton secteur. Et d'autant plus que c'est quelque chose dont tu vas pouvoir faire levier parce que contenu, photo, avec les plus grands des CMO de la place, et ainsi de suite. Et là, tu crées une plaque tournante et t'en reviens à des choses très organiques
mais vraiment engineered. Ouais, je pense que l'idée va beaucoup lui plaire. Facile à mettre en place. J'adore le 3e point. Le 2e point, ça va pas plaire à l'équipe, mais c'est vrai que si sans atténuer ma ligne édito, si je peux la compenser avec de la preuve sociale, et c'est vrai que c'est tout aussi bien. Je peux passer pour quelqu'un d'arrogant en le faisant, mais c'est pas grave. Tant pis. Et la outbound, ok, de toute façon, il y a toujours des trucs qu'on n'aime pas dans le boulot, et s'il faut en faire, on en fera. La outbound, après, moi je te dis, si vraiment la outbound t'as du mal, le setting fonctionne très très bien. Ouais. Renseigne-toi sur le setting. On est en train de préparer du contenu de notre côté. Donc, rapproche-toi, je t'invite à te rapprocher de Cassandre, qui pourra te communiquer quand ce sera. Là, normalement, Flavien est censé terminer ça vendredi. Donc, ok. C'est vraiment en cours. Et je pense que ça peut faire une très très belle jonction, en fait, versus de la outbound que je te conseille de continuer de faire, mais vraiment sur des volumes très qualifiés. Et notamment, là où tu peux faire la différence, c'est d'utiliser ton outbound pour, par exemple, inviter et inviter au dîner, inviter au déj. Et là, ça ferait vraiment la différence. Si tous les mois, ne serait-ce que tous les mois, t'organises un dîner avec 15-20 convives, ça te fait ton pipe pour le mois. Ouais, carrément. Non, mais carrément. Cette idée-là, on la garde. On a un autre point aussi, c'est que on a un de nos copywriters qui s'est fait un personal branding de taré, c'est-à-dire qu'il a mis un masque, il a un faux nom, son image n'est pas importante, son nom n'est pas important parce qu'il l'écrit pour les PDG. En gros, c'est ça sa ligne édito. Bon, ça. Et en fait, il sélectionne un PDG par semaine ou un CMO par semaine. Et il lui fait une petite interview et il fait un post un peu intimiste, comme s'il l'écrivait pour le PDG, mais depuis son compte. Okay. Voilà. Donc ça, c'est aussi une belle source de contact. Trop bien. Il va prouver ce qu'il est capable de faire en exécution, il va faire un peu de visibilité pour certains CEO qu'on a envie ou besoin, et ça va générer le lead en même temps et le besoin, quoi. Parfait. Et voilà, moi j'en reviendrai à des choses aujourd'hui très organiques de ce genre-là, qui mettent en avant votre expertise. Pour du web market, c'est ça qui fait la diff. Donc go, trop bien. Merci en tout cas. Merci à toi. Cet échange, c'était trop cool. J'ai aucun doute sur le fait que ça va le faire, de l'autre côté. Moi non plus. Merci encore pour l'invite. Sympa pour les conseils supplémentaires. Donc je viens pour une interview où je repars avec des conseils. Trop content. Et puis t'as fait une vente en direct peut-être sur la lead gen. Donc je vais appeler Cassandre, on va voir ça. Trop bien, parfait. Et les liens pour donc. Là, je vais pas vendre l'URL parce que j'ai pas l'URL exact avec les changements, mais tous tes liens sont dans la description si on veut contacter. Okay. Et on se dit à très vite. Yes, à bientôt. Salut. Salut, ciao. Salut à tous.